qui peuvent porter atteinte à l'intégrité physique et à la santé des Ivoiriens. Je finirai par citer, dans ce souci de la protection de l'environnement, l'Office ivoirien des parcs et réserves, qui existe donc depuis 2002 et dont la mission principale est de faire en sorte que la faune et la flore soient toujours protégées en Côte d'Ivoire. Nous avons plus de 8 parcs nationaux, plus de 4 réserves ou flore, plus de 4 réserves de flore ou faune et environ, en termes hectares, plus de 1 800 000 hectares de flore et de faune. Alors, les autres mesures de la charte, pour aller vite, de la charte africaine sont mises en œuvre par notre pays, notamment l'article 27 à travers la ratification de la charte africaine des droits de l'homme en 92, comme je disais, à travers la mise en place d'une institution nationale des droits de l'homme qui est la CNDHCI, la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, à travers la promotion et la liberté des ONG de défense des droits de l'homme, à travers les différents séminaires que nous organisons ça et là pour sensibiliser, à travers la célébration chaque année de la Journée africaine des droits de l'homme, à travers également des émissions radio-télévisées de sensibilisation et de débat, notamment droit de savoir, qui permettent donc aux Ivoiriens de s'imprégner des autres obligations qui incombent à l'État en matière de droits de l'homme. L'indépendance de nos tribunaux est un principe constitutionnel et dans les faits, cela se traduit par l'existence de structures qui garantissent la liberté des magistrats et qui garantissent leur indépendance. Les pouvoirs en Côte d'Ivoire sont bien connus. Nous avons le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Le Conseil supérieur de la magistrature est l'instance qui garantit l'indépendance et l'autonomie donc des juges dans l'accomplissement de leur mission. Enfin, constitutionnellement, la Côte d'Ivoire aspire à la mise en place d'une cour de cassation, d'un conseil d'État et d'une cour des comptes. Au jour d'aujourd'hui, dans les faits, c'est la Cour suprême qui regroupe ces différentes chambres, ces différentes cours qui sont en réalité aujourd'hui des chambres de la Cour suprême, avec des présidents et qui ont chacun un fonctionnement autonome. Tout cela vise donc à consolider la liberté et l'indépendance des juges en Côte d'Ivoire. Pour conclure, nous pouvons dire que, étant parti à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples depuis 1992, la Côte d'Ivoire a malheureusement accusé du retard dans la rédaction et la présentation des rapports exigés par l'article 62 de la Charte. Cependant, la volonté affirmée et réaffirmée des dirigeants de ce pays est de faire en sorte que dorénavant, la Côte d'Ivoire soit à jour de ses engagements internationaux. La production de ce rapport initial et cumulé témoigne donc de cet engagement. Les remarques, observations et recommandations de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples au présent rapport seront les bienvenues pour un meilleur rayonnement de la question des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Aussi, nous saisissons l'occasion, au nom de notre pays, pour lancer un appel à l'endroit de l'Union africaine et de ses organes spécialisés, dont la Commission africaine,
pour appuyer les autorités ivoiriennes dans leur effort afin que le respect des droits de l'homme soit une réalité permanente. En tout état de cause, les propos comme les actes des plus hautes autorités de ce pays, dont le président de la République, allant dans le sens d'un plus grand respect des droits de l'homme, confirment, si besoin en était, le grand ou le souhaitable retour de la Côte d'Ivoire dans le concert des nations qui font du respect des droits de l'homme un principe sacro-saint et le substrat incontournable à toute coopération internationale. Je vous remercie. Pose general questions with regards to further clarification and further recommendations like you have indeed requested in your address. She would also make her comments as the chairperson of the working group on death penalty, which has a positive, which has been reflected positively in your address and in the report. Commissioner Kaitesi, you have the floor. Je voudrais également féliciter le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour avoir respecté son engagement au titre de l'article 62 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui exige de tout État qui a ratifié cette charte à présenter son rapport sur les développements en matière des droits de l'homme tous les 2 ans après le rapport initial. Comme vous l'avez dit, Excellence, Monsieur le Ministre, le rapport de l'État comprend le rapport initial et les rapports périodiques. D'une manière générale, si on a lu ce rapport très attentivement, on remarque que l'élaboration a suivi les lignes directrices pour l'élaboration du rapport initial et pour l'élaboration des rapports périodiques. Mais comme c'est un rapport initial, normalement le rapport initial doit renseigner la Commission sur les mesures législatives, le cas échéant les règlements, les politiques nationales, les stratégies nationales, les grands programmes adoptés pour la mise en œuvre des dispositions de la Charte africaine. Si vous voyez le volume de ce rapport, on aurait aimé avoir plus d'informations parce que d'autres rapports périodiques doivent compléter ce rapport initial. Alors, je voudrais commencer les différentes questions après cette observation d'ordre général. En lisant le rapport, je n'ai pas trouvé la méthodologie suivie pour l'élaboration de ce rapport, ce qui fait qu'on ne peut pas avoir une idée sur l'implication de la société civile dans la rédaction et l'élaboration de ce rapport. Donc, nous aimerions savoir dans quelle mesure la société civile a été impliquée dans l'élaboration de ce rapport. À la page 8 du rapport, il est indiqué que la Commission nationale des droits de l'homme de la Côte d'Ivoire
a dans sa mission la tâche de participer à l'élaboration des rapports prescrits par les instruments internationaux et régionaux auxquels la Côte d'Ivoire a souscrit. Mais le rapport ne montre pas si la Commission nationale des droits de l'homme a été impliquée à l'élaboration de ce rapport. Si vous pouvez nous donner l'information sur l'implication de cette société civile et de la Commission nationale des droits de l'homme. Nous avons noté que la Côte d'Ivoire s'est engagée à ratifier les instruments régionaux, les instruments africains qui ne sont pas encore ratifiés. Donc, je voudrais vous dire que nous attendons que ces instruments soient ratifiés, et notamment la Charte africaine sur la démocratie, et la gouvernance et les élections, et la Convention sur la protection des droits des déplacés internes. Aussi, nous attendons que l'État de Côte d'Ivoire fasse la déclaration prévue à l'article 34 et 6 du protocole à la Charte africaine sur la création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et vous savez que la signature de cette déclaration va permettre aux citoyens ivoiriens à accéder à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Dans ce rapport, on voit que vous avez essayé de mettre quelques statistiques, et bien que dans votre exposé, vous avez dit que c'était très difficile de trouver les statistiques, vu que la Côte d'Ivoire sort des conflits. Mais je voudrais vous dire que ces statistiques nous permettent d'évaluer l'impact des efforts que vous avez déployés pour mettre en application les dispositions de la Charte africaine. De façon que nous aurions aimé avoir les statistiques, par exemple, sur le taux de mortalité infantile, le taux de mortalité maternelle, sur le taux de vaccination des enfants, sur, par exemple, le taux de prévalence du VIH-Sida. Nous aurions aimé avoir, par exemple, le nombre de médecins par rapport au chiffre de la population totale pour pouvoir apprécier la jouissance du droit à la santé. Nous aimerions avoir les statistiques sur le taux de chômage et sur l'emploi pour pouvoir apprécier les efforts qui sont faits dans le cadre de la promotion du droit au travail. Nous aimerions aussi avoir des informations sur les mesures spéciales destinées à assurer les soins et l'éducation des enfants en difficulté, des enfants handicapés, des mesures spéciales pour les délinquants juvéniles, pour nous assurer du respect des droits de ces enfants en difficulté. En ce qui concerne le droit à un niveau de vie adéquat, nous aimerions avoir les informations sur les mesures mises
en application ou en place en vue d'assurer la sécurité alimentaire pour la population ivoirienne. Si aussi vous pouvez nous donner des informations sur les mesures mises en place pour promouvoir le droit au logement décent aux citoyens ivoiriens. Nous aimerions aussi avoir des informations sur les mesures prises pour résoudre le problème de l'occupation illégale des propriétés immobilières, surtout dans la ville d'Abidjan, et sur le problème de l'occupation illégale des propriétés foncières, surtout à l'ouest du pays. Est-ce qu'il y a-t-il des mesures envisagées pour adresser cette question de façon définitive? Nous avons apprécié que le budget alloué à l'enseignement est de 40% du budget national. C'est un grand effort pour promouvoir le droit à l'éducation. Et puis le rapport mentionne les défis à la page 33 du rapport. Et parmi ces défis, il est indiqué que les frais de scolarité sont élevés pour les étudiants des grandes écoles. Vous indiquez également la question de l'inadéquation de la formation et de l'emploi. Vous mentionnez également le problème de l'accès à une formation professionnelle et technique de qualité pour les jeunes et les adultes. À la page 34. Concerne le droit à la sécurité et à la paix. Vous avez indiqué que c'est le plus grand défi et le plus imminent du gouvernement ivoirien. Mais lorsque vous avez indiqué des efforts déployés dans ce domaine, nous constatons qu'il n'y a pas de stratégie claire pour lutter contre l'impunité. Or, vous indiquez que le gouvernement s'est engagé à lutter contre l'impunité. Nous ne voyons pas clairement les mesures envisagées pour rendre la justice à toutes les victimes des conflits. Le rapport mentionne la Commission nationale d'enquête sur les atteintes aux droits de l'homme et aux droits internationaux humanitaires. Et vous l'avez aussi annoncé dans votre exposé. Mais nous n'avons pas d'informations
à quoi aboutit cette enquête. Et le rapport ne renseigne pas sur les mesures envisagées pour donner effet aux résultats de cette enquête. Si vous pouvez nous donner cette information. Également, vous avez mentionné la Commission nationale réconciliation, dialogue et vérité, qui va permettre d'aborder la question de la réconciliation nationale. Mais dans ce rapport, nous n'avons pas vu des stratégies claires. Nous n'avons pas vu l'approche que le gouvernement envisage pour adresser cette question de la réconciliation nationale, afin d'aboutir à une réconciliation réelle du peuple ivoirien. Dans ce rapport, vous mentionnez que la formation aux droits de l'homme a été intégrée dans l'enseignement depuis l'école secondaire. Donc il y a un cours des droits de l'homme qui a été introduit dans le système d'enseignement. Nous aimerions savoir si cette formation aux droits de l'homme a été intégrée également dans les formations des agents de sécurité, de la police, la formation des militaires, la formation des agents des services pénitentiaires ou bien dans la formation des juges ou des officiers du ministère public. En ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions de l'article 26 de la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, c'est un article qui consacre l'indépendance des tribunaux. C'est à la page 47. Nous n'avons pas vu l'information sur l'autorité de révocation, l'autorité de cotation des juges et sur l'autorité de nomination des juges autres que ceux nommés par le Conseil supérieur de la magistrature. Vous parlez du processus de nomination des juges dans lequel le Conseil supérieur de la magistrature est impliqué, mais nous ne voyons pas comment les autres juges sont nommés. Et vu la composition du Conseil supérieur de la magistrature, comme c'est indiqué à cette page, nous aimerions savoir dans quelle mesure cette composition rassure le respect du principe de la séparation des trois pouvoirs, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif
et le pouvoir exécutif. Et puis nous aimerions aussi savoir dans quelle mesure le système de nomination des juges garantit l'indépendance des juges et des tribunaux. Pour terminer, je voudrais encore une fois féliciter la Côte d'Ivoire pour avoir aboli la peine de mort. Mais j'aimerais savoir si c'est une omission que j'ai trouvée au niveau de la liste des instruments internationaux ratifiés par la Côte d'Ivoire. Il ne figure pas le protocole facultatif au pacte international sur les droits civils et politiques, sur l'abolition de la peine de mort. Est-ce que la Côte d'Ivoire a ratifié cet instrument, surtout que la peine de mort a été abolie en Côte d'Ivoire? Enfin, Madame la Présidente, je voudrais, comme maintenant la Côte d'Ivoire a renoué le dialogue avec la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, informer son Excellence, Monsieur le Ministre, que depuis 2010, la Commission a envoyé les notes verbales au gouvernement de Côte d'Ivoire pour demander d'effectuer une visite de promotion dans ce pays. Et je voudrais vous dire que nous attendons toujours la réponse positive du gouvernement de Côte d'Ivoire. Merci, Madame la Présidente. Travail de notre commission. J'aurai quelques commentaires d'ordre général, mais également j'aurai quelques questions qui ont trait à mon mécanisme relatif aux industries extractives et à l'environnement, mais également j'aurai des questions d'ordre général, surtout en rapport avec le processus de justice transitionnelle qui est enclenché ici en Côte d'Ivoire. Au niveau du premier commentaire, je dois dire que en lisant le rapport, j'ai apprécié le style. J'ai apprécié surtout le ton du rapport. Un ton qui, franchement, démontre l'honnêteté du gouvernement ivoirien lorsqu'il donne ces informations importantes pour la Commission. Je m'en vais pour preuve, à la page 16 du rapport, vous reconnaissez le problème de la surpopulation carcérale. À la page 19, vous reconnaissez la nécessité, l'urgente nécessité de réformer, de renforcer le système judiciaire. Et même lorsque vous avez fait votre mot liminaire, Monsieur le ministre, vous avez reconnu que, en fait, il n'y avait pas de précédent chez vous en matière d'élaboration du rapport, et à cet égard, vous avez imploré l'indulgence du jury, mais de la commission, pour prendre en considération les lacunes qui pourraient figurer dans le rapport. Il faut dire que cette honnêteté est vraiment propice à cet exercice de dialogue sincère et franc qui doivent exister entre la Commission et ses partenaires, au centre desquels se trouvent bien sûr les États comme la Côte d'Ivoire. Le deuxième
commentaire que j'ai, c'est un commentaire qui tient encore une fois à la présentation que vous avez faite tout à l'heure. Et j'ai remarqué que vous avez fourni beaucoup d'informations qui ne figurent pas dans le rapport. Des informations qui permettent non seulement de compléter le rapport, mais également de le mettre à jour. Et d'ailleurs, à certains égards, je me suis demandé si ces informations n'étaient pas disponibles au moment où vous avez, rédigé ce rapport. Ce qui, si ces informations, je suspecte que la plupart de ces informations étaient disponibles, à tout le moins, en avant-projet de loi de ratification du statut de la Cour pénale internationale. Si ce genre d'informations avait été donné, ça aurait rendu le rapport beaucoup plus lisible. Mais qu'à cela ne tienne, Monsieur le ministre. L'information est là. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir l'information, une information qui va nous permettre d'interagir effectivement avec vous. Tant que je suis sur la question de la Cour pénale internationale, je dois vous féliciter vraiment pour l'étape à laquelle vous êtes rendu, l'étape qui consiste justement à déposer prochainement un projet de loi, si c'est pas, je pense que c'est déjà fait, un projet de loi visant la ratification du statut de la Cour pénale internationale. La Côte d'Ivoire était déjà, d'une manière ou d'une autre, liée par le statut de la Cour pénale internationale, dans ce sens qu'en 2003, la Côte d'Ivoire avait déjà fait une déclaration expresse reconnaissant la compétence de la Cour pénale internationale en se fondant bien sûr sur l'article 12, paragraphe 3 du statut de la Cour pénale internationale. Mais aller au-delà d'une simple déclaration pour finalement rentrer dans cette communauté de valeurs, une communauté qui combat l'impunité est un signe, encore une fois, très, très encourageant. Et au niveau de la Commission, on vous doit des félicitations. Pour ne pas y revenir, il faut que j'enchaîne. J'ai dit que j'allais poser des questions sur le processus de justice transitionnelle. Alors, je me suis rendu compte que le processus tel qu'il est envisagé aujourd'hui est un processus qui est soutenu par deux piliers. Il y a le pilier international qui essentiellement est concerné par la Cour pénale internationale, mais il y a également le pilier de la commission de dialogue et de vérité et réconciliation. Commission dialogue, vérité et réconciliation. Merci. Il faut dire que je comprends la démarche qui est mise en place par la Côte d'Ivoire, dans la mesure où les États qui sortent d'une crise institutionnelle ou d'un conflit armé, dans la plupart des cas, ils ont des problèmes en matière d'impunité. Et la question d'impunité, c'est une question qui doit être réglée le plus vite possible pour permettre à l'État de se remettre sur les rails du développement et du respect des droits de l'homme. Mon problème avec ce genre de processus, c'est que je ne vois pas le rôle exact que les tribunaux nationaux vont jouer dans ce processus. Comme vous le savez, la Cour pénale internationale, elle est là pour les gros poissons seulement. Et il y a d'ailleurs un des gros poissons qui est déjà là. Peut-être que d'autres le rejoindront. Mais on ne s'attend pas à ce que la Cour pénale internationale fasse tout le travail. La responsabilité première de la lutte contre l'impunité revient aux États. Et à cet égard, j'aimerais demander à l'honorable délégation de nous indiquer les mesures qui sont envisagées pour permettre aux tribunaux répressifs de la Côte d'Ivoire de s'attaquer à cette question
des crimes internationaux les plus graves, comme les crimes contre l'humanité qui ont été commis dans son pays, en dehors de la commission Vérité et Réconciliation. S'agissant de mon mandat relatif à la question d'environnement et aussi d'industrie extractive, je voudrais dire que j'ai noté avec intérêt les efforts qui ont été, encore une fois, faits par la Côte d'Ivoire en matière d'environnement. J'ai noté qu'il y a des mesures de gestion des déchets toxiques et des déchets industriels qui ont été déjà prises par la Côte d'Ivoire. Et surtout, j'ai noté que par rapport à la fameuse affaire du Transfigura, eh bien, il y a des mesures en rapport avec la compensation des victimes qui ont été envisagées. Mais ma question va aller au-delà de ça. Je voudrais demander les mesures qui sont mises en place par le gouvernement dans le but d'éviter une autre catastrophe, comme celle qu'on a observée il y a quelques années, où finalement une entreprise du Nord, une entreprise de l'Occident, utilise les eaux de la Côte d'Ivoire comme étant un déversoir. Alors, je pense que je peux m'arrêter ici, monsieur le ministre, étant donné que le temps presse. J'avais d'autres questions, mais je pourrais interagir avec vous plus tard. And I thank the Minister for the report. I have two general questions, and then I'll go to my mandate of prisons and places of detention. The first general question arises, I don't know, in the English version, is on page 23. And arbitrary arrest. The report talks about abuses due to the breakdown of judicial police units and authority of the state. Nevertheless, I do want to know what has been done or what is being done to those persons who abused the process, because human rights are human rights, and I think there is need to take action to whoever misbehaves. Going to the prisons aspect, I note that there was some money allocated to the prisons, 2 billion in the report, and you talk of trying to separate female minors, and I want to know whether, since the allocation of that money, the minors, the women, and other categories are no longer in the same prisons. I would also be interested to know what the current prison population in Côte d'Ivoire is. Madam Chairperson, I would also be interested to know the number of current prisoners awaiting trial and the number of convicted prisoners currently serving sentences in Côte d'Ivoire. Equally, I'd want to know how many meals prisoners get in a day. And I'd also like to know the treatment of pregnant women or women who have children in prisons, what is being done to them. Last but not least, second last, I'd want to know whether Côte d'Ivoire has ratified the optional protocol on UN CAT, which would allow international oversight mechanisms to visit places of detention in Côte d'Ivoire. Regarding overcrowding in Maka prison, I would want to know what is being done to curb the long pre-trial detention periods, because I understand in Maka prison there is a lot of overcrowding and some inhuman and degrading treatment. I thank you, Madam Chairperson. À la demande de notre président de parler relativement vite.
Tout d'abord, je remercie Monsieur le ministre et les honorables membres de sa délégation de s'être présentés devant nous avec un document qui, à mon humble avis, n'est pas non seulement un rapport périodique, mais c'est un document qui émane d'un audit, c'est-à-dire d'une organisation qui fait le bilan de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est un point très positif, parce qu'un rapport qui édicte, qui met en relief des points faibles de ce qui existe, comme l'a dit quelqu'un, un scientifique, poser un problème correctement, c'est déjà le résoudre à moitié. En ce qui me concerne, j'ai en charge les problèmes économiques, sociaux, culturels, c'est-à-dire les articles 14, droit à la propriété, l'article 15, droit au travail, article 16, droit à la santé, article 17, droit à l'éducation, article 21, les peuples ont la libre disposition de leurs richesses, de leurs ressources. Enfin, l'article 22, droit au développement économique, social et culturel. Le droit à la propriété, c'est-à-dire le droit au logement. Comme vous l'avez dit, et Madame la vice-présidente qui a en charge la Côte d'Ivoire m'a facilité la tâche, chaque citoyen, de notre point de vue, a le droit au logement. Et nous pensons que le gouvernement, surtout le gouvernement de concorde et de paix qui s'installe aujourd'hui dans ce pays, est conscient que l'Ivoirien et l'Ivoirienne ont droit d'avoir un logement digne. Le deuxième point, c'est le droit au travail. C'est un droit essentiel. On ne peut pas devenir riche à moins de gagner au loto si on ne travaille pas. Et qui dit travailler dit valeur ajoutée. Et je pense, en tant qu'économiste, que nous devons réfléchir et décider de cette valeur ajoutée, c'est-à-dire nos matières premières, au lieu qu'elles soient exportées en tant que telles, qu'elles subissent certaines transformations, lesquelles transformations permettront de créer des emplois et permettront également un transfert de technologie. Toute l'infrastructure pour remédier à l'emploi, pour organiser le marché de l'emploi, existe en Côte d'Ivoire de la page 25 à la page 29. Ce qui est énorme, ce qui prouve également l'engagement du gouvernement à traiter ce problème essentiel. Le troisième point, l'article 16, concerne la santé. Le gouvernement y consacre déjà 7% de son budget annuel. Nous souhaiterions connaître, en plus de ce qu'a évoqué un de mes collègues, la formation en matière de santé, soit paramédicale, soit en matière de médecin. Et de grâce, comme beaucoup de nos pays africains, ne pensez surtout pas uniquement à la capitale. Pensez à l'intérieur, à ceux qui ont le sentiment d'être oubliés, menacés par des fanatiques qui croient savoir, mais qui en fait sont des analphabètes.
j'ai essayé de voir la structure de votre enseignement. Et je ne vous cache pas que je me pose certaines questions et je vous prie de bien vouloir m'aider, m'éclairer dans ma compréhension. Dans l'enseignement primaire, vous avez 2 millions, un peu plus de 2 millions. Si nous estimons que la population scolarisable est aux environs de 60%, cela fait environ 14,7%. L'enseignement secondaire, où se trouvent 660 152, c'est-à-dire qu'un enseignant a par classe environ 33 élèves. Nous sommes passés de 2 millions à 660 000. J'aimerais savoir où sont les autres. J'espère que les êtres humains ne s'évaporent pas. L'enseignement supérieur. Un pays qui a 22 millions environ ne possède que 156 772 dans l'enseignement supérieur. Un pays comme la Tunisie de 12 millions a 170 000, dont 62% sont des filles. Je dis cela parce que je suis convaincu qu'avec l'actuel gouvernement, qu'avec l'actuelle volonté que vous manifestez, vous êtes sensible à ce type de raisonnement, à ce type de questions. Parce que de l'enseignement secondaire à l'enseignement supérieur, nous perdons presque 1 million, Monsieur le ministre. Où sont-ils passés? Ont-ils suivi la filière professionnelle ou bien sont-ils sortis du circuit sans aucun diplôme? C'est une question qui nous préoccupe beaucoup. Privilège de vous accueillir chez vous. J'aimerais continuer et me cantonner mes questions sur 2 thèmes. Le premier, c'est sur les droits des personnes âgées et des handicapés qui se trouvent être ma responsabilité. Je parlerai aussi sur des questions pertinentes à l'administration de la justice. Sur le premier thème, vous avez fait état, Monsieur le ministre, dans votre rapport, que la Côte d'Ivoire est partie prenante à 56 instruments internationaux. Vous avez aussi signé la Convention et le protocole facultatif à la Convention des Nations Unies sur les handicapés le 7 juin 2007. Mais vous n'avez pas ratifié ni l'un ni l'autre. Il me semble qu'il ne devrait pas y avoir grande difficulté à donner suite, mais si jamais il y a une raison pour ce non-suivi, on voudrait peut-être bien vous écouter. Et je dis ça surtout que, à la page 14 de votre rapport, il est mentionné que de nombreuses lois ont été adoptées pour renforcer et clarifier les dispositions juridiques relatives aux droits de l'homme, notamment ceux qui ont trait à la famille,
aux personnes handicapées, etc. Qu'en est-il aussi des personnes âgées, à part l'article 6 de la Constitution, de votre Constitution, qui consacre la protection des personnes âgées? Existe-t-il des dispositions légales spéciales pour promouvoir et protéger leurs droits? Ce stade de mon propos, Madame la Présidente, joindre ma voix à celle de mes collègues qui m'ont déjà devancé pour présenter toutes mes félicitations au gouvernement de la Côte d'Ivoire, représenté ici par Monsieur le ministre, qui, à des moments donnés, il faut le reconnaître, a joué des pieds et des mains pour que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui fût. Et particulièrement, Madame la Présidente, je dois dire que ce rapport est l'aboutissement de tout un processus et dans lequel je me suis retrouvée par providence divine, si je peux m'exprimer ainsi, puisque il y a 1 an de cela, le sort a voulu que je fus partie d'une commission d'enquête internationale sur la situation des droits de l'homme pour une période donnée en Côte d'Ivoire à la suite des faits que nous connaissons tous. Et quand je suis passée, j'ai souffert un peu, j'ai souffert dans ma chair en me demandant si des villes mortes que j'ai vues et dans lesquelles il y avait eu beaucoup de violations, nous l'appelons dans notre jargon des droits de l'homme, violations graves des droits de l'homme, violations massives des droits de l'homme. Est-ce que je pourrais un jour revoir ce pays qui va essayer de redorer petit à petit son blason, ne serait-ce que dans la région ouest africaine que nous connaissons et au-delà en Afrique et au-delà. Mais je crois qu'au regard de ce que nous voyons aussi, ici aujourd'hui, il y a une certaine volonté politique. Et donc je voudrais m'associer à mes collègues pour relever tous les côtés positifs qui ont été déjà relevés dans le cadre de la présentation de ce rapport. Je suis, Madame la Présidente, sur le mécanisme des droits des défenseurs des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, sur le mécanisme des droits des défenseurs des droits de l'homme en Afrique. Et la situation des défenseurs des droits de l'homme en Côte d'Ivoire m'a intéressé et continue de m'intéresser à plus d'un titre, parce qu'ils sont au centre de tout ce qui arrive de bien dans un pays, mais ils sont aussi au centre de tout ce qui arrive de mal en termes de victimes, en termes de parents pauvres. Et donc ça m'intéresse, mais par rapport à la situation des droits de l'homme en général, je voudrais m'associer d'abord à la préoccupation de la commissaire rapporteure qui a insisté sur la nécessité d'inclure dans l'éducation la question des droits de l'homme. Elle a posé le problème des agents de police, des hommes et femmes de la justice, mais moi je voudrais aller un peu plus en profondeur en demandant si, au regard de tout ce qui s'est passé dans ce pays cher à l'Afrique et cher aux Ivoiriens, il ne serait pas bien de même aller vers le berceau en termes d'éducation aux droits de l'homme pour les enfants, vers le berceau. La question de l'éducation civique, je crois qu'on pourrait déjà l'inscrire dans des préoccupations au niveau de la maternelle, au niveau du cours primaire, parce que je n'ai pas vu ça dans le document. Constitution ivoirienne, et puisque ce rapport lui-même prend en charge l'intégration de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Constitution ivoirienne présente le fait que le président de la République négocie et ratifie des traités. J'aimerais savoir quel est le rôle de l'Assemblée nationale
en matière d'approbation éventuelle des traités internationaux? Si tel est le cas, quels sont les types de conventions susceptibles d'être soumis au contrôle de l'Assemblée nationale? Ma deuxième question concerne le rôle du Conseil constitutionnel que vous évoquez à la page 6 de votre rapport, et vous dites que le Conseil constitutionnel ivoirien assure le contrôle de constitutionnalité des lois. Par contre, il y a un silence en ce qui concerne le contrôle de constitutionnalité des traités ou des conventions internationales. Je voudrais savoir, Monsieur le ministre, quel est l'organe qui prend en charge le contrôle de constitutionnalité des traités dans l'éventualité d'une contradiction entre une convention internationale et la Constitution, en sachant très bien que l'article 87 de la Constitution ivoirienne donne un rang supérieur des traités à la loi et peut-être un rang infraconstitutionnel en ce qui concerne les traités internationaux. Vous avez également soulevé dans votre rapport, et c'est tout à l'honneur de la République de la Côte d'Ivoire, le fait de consacrer ce que l'on appelle l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi. Je voudrais savoir si cette exception d'inconstitutionnalité d'une loi, du moins la consécration de cette règle, a eu déjà à être appliquée par les juridictions ivoiriennes. Si tel est le cas, pouvez-vous nous donner quelques cas de jurisprudence, dans la mesure où la référence, et je crois que vous êtes quand même les précurseurs en Afrique, la référence à cette exception d'inconstitutionnalité est une valeur ajoutée dans le renforcement de l'état de droit. En ce qui concerne également la mise en œuvre de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, dans le dernier chapitre, je crois que ce qui est important dans la ligne d'intégration d'une convention internationale, ce n'est pas tant la prise en charge des dispositions conventionnelles par des lois, mais encore faut-il que le pouvoir judiciaire également puisse intervenir pour garantir toute violation de ces droits. C'est à ce titre, Monsieur le ministre, que je voudrais savoir, est-ce que le juge ivoirien a eu déjà la possibilité d'appliquer la Charte africaine des droits de l'homme ou encore d'autres instruments internationaux? Y a-t-il eu des cas de jurisprudence afin de rendre compte, effectivement, qu'en cas de violation de ces dispositions conventionnelles, le juge est là pour rétablir les individus dans leurs droits? Une autre question qui a trait à la crise ivoirienne passée, mais qui a été largement sous-tendue par une crise de la citoyenneté. À ce titre, je voudrais savoir, est-ce que le gouvernement de la Côte d'Ivoire s'est doté d'une loi sur la nationalité, c'est-à-dire une loi qui permet de rendre compte des conditions d'attribution ou encore de déchéance de la nationalité ivoirienne. Enfin, je vais revenir aux questions en rapport avec mon mandat, puisque je suis rapporteur spécial sur les réfugiés, demandeurs d'asile, personnes déplacées et migrants. Nous notons avec satisfaction que le gouvernement de la Côte d'Ivoire a ratifié les instruments internationaux et régionaux de protection des réfugiés, en particulier la Convention de Genève 1951 sur le statut des réfugiés, le protocole associé de 1967, ainsi que la Convention de 1969 de l'OUA, régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique. Par contre, le rapport est silencieux sur la situation des réfugiés et des demandeurs d'asile vivant en Côte d'Ivoire. C'est à ce titre que je vais vous interpeller par un certain nombre de questions. Aussi, pouvez-vous nous dire ou nous indiquer, à travers des données ventillées, dans la partie ouest du pays, et qui est source de déplacement de populations aussi bien à l'intérieur et à l'extérieur du pays. À titre d'exemple, c'est le cas au mois d'août dernier où des personnes ont dû fuir les combats entre les forces du gouvernement et un groupe de rebelles dans la ville de Toulepleu, une ville située à l'ouest de la Côte d'Ivoire, pour chercher refuge dans un pays voisin, le Libéria. Avez-vous pris des mesures nécessaires pour résoudre la situation caractérisée par ce climat d'insécurité?
climat d'insécurité dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, et je voudrais également vous demander, avez-vous pris des mesures pour faire face à la prolifération et à la circulation des armes légères en possession des civils? D'autant que votre préoccupation s'inscrit dans les défis à la paix et à la sécurité. À la lumière également des malheureux événements survenus dans le camp de Nahi Bili, attaqué par des personnes armées le 20 juillet 2012, quelles mesures ont été prises par le gouvernement pour poursuivre et juger les auteurs des actes de violence contre ces personnes déplacées? Et quelles mesures également ont été prises pour assurer la protection des biens et des droits de toutes les personnes déplacées en Côte d'Ivoire? Quelles mesures le gouvernement ivoirien voudra-t-il prendre pour rétablir un mécanisme national, je dis bien un mécanisme national, chargé de pourvoir aux besoins des personnes déplacées, des réfugiés et des demandeurs d'asile sur le territoire? Enfin, le rapport souligne au point 4 de la page 40 que de nombreuses initiatives de consolidation de la paix ont été prises pour une authentique réconciliation nationale, telle que la création de la commission de dialogue, vérité et réconciliation. Vous dites également que le chef de l'État s'est rendu en outre dans presque toutes les capitales sous-régionales pour appeler les Ivoiriens en exil à rentrer au pays. Est-ce que des mesures ont été prises immédiatement par le gouvernement, d'abord pour garantir ce droit au retour, le droit à la réinstallation dans le pays et surtout garantir leur sécurité et leur dignité dans le cas où les exilés seraient appelés à revenir au pays? Je vous remercie. Ou de nous décourager, au contraire, nous permet d'apprécier l'ampleur de la tâche qui est la nôtre en matière de droits de l'homme, en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. C'est donc un réel plaisir que nous aurons à répondre aux questions qui peuvent l'être dans l'immédiat, étant entendu que l'immédiat c'est demain la matinée, comme vous l'avez dit, et que pour celles qui exigent quelques recherches, nous puissions vous les communiquer par la suite. Mais je voudrais observer que, à vous écouter, si nous avions réussi à régler tout cela, nous serions dans un monde parfaitement synchronisé. Je ne crois pas qu'il y ait quelque part sur la planète Terre un pays où tout cela est tout aussi bien orchestré. Ça veut dire, globalement, que tout le monde, autant que nous sommes ici, sommes invités à redoubler de vigilance et à redoubler nos efforts au profit des droits de l'homme. Nous nous y attellerons si nous avons évidemment la charge de cette question pendant un certain temps. Nous espérons que le prochain rapport qui vous sera fourni dans 2 ans permettra au commissaire de constater que des efforts sont faits. Nous avons écouté religieusement toutes vos préoccupations. C'est vrai que nous l'avons produit en très peu de temps par rapport à notre retour au sein de la commission. Nous n'avons pas eu les 2 années de rigueur pour fournir les informations, mais nous ferons un effort. Certaines réponses existent déjà. D'autres ont été données tout à l'heure dans la présentation, mais les questions sont revenues. Ça veut dire simplement qu'il faut que nous affinions nos explications pour que les commissaires soient satisfaits. Nous allons faire ce qui est notre possible et répondre au maximum d'interrogations dès demain matin pour que, à la fin de la mi-journée ou à la fin de la journée, nous soyons quasiment au même niveau d'information. Voilà, Madame la commissaire désignée, ce que je voudrais pouvoir indiquer,
si je crois avoir bien compris le timing que vous nous avez donné, ça veut dire que nous pouvons espérer répondre à demain matin. Mais si on a encore un peu de temps, on peut élaguer quelques questions. Ça ne nous dérange pas parce qu'à chaud, les réponses sont souvent plus aisées qu'avec le recul. Donc ça dépend de vous. Nous sommes à votre entière disposition. Bonsoir. Le gouvernement ivoirien vient de présenter son rapport à cette section ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Tout à fait. Quelle analyse faites-vous? Je vous remercie. D'abord, je pense qu'il faut féliciter le gouvernement pour le courage qu'il a eu, notamment à travers le ministre des libertés publiques, des droits de l'homme et des libertés publiques qui est venu présenter le rapport. Mais à la suite de toutes les questions qui ont été posées, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'informations importantes que la Commission attendait, qui ne sont pas dans ce rapport-là. Et donc, il y a beaucoup de questions qui ont été posées, et donc la Commission attend beaucoup de réponses. Mais je pense qu'aujourd'hui, la question des droits de l'homme est complexe. Et il est important aujourd'hui que le ministère puisse s'attaquer à certains éléments très importants, notamment la question de la sécurité, la question aussi de la justice, la question aussi de l'intégration des personnes exilées qui doivent revenir, leur droit à la dignité. Il est important aussi que la question des femmes soit prise en compte parce que vous vous rendrez compte que dans la délégation, Madame la commissaire a remarqué qu'il n'y avait pas de femmes dans la délégation du ministre et ça c'était très important. Il faut que de plus en plus des efforts soient faits pour une véritable promotion des droits des femmes. En tout état de cause, nous pensons que déjà c'est un grand pas qui a été fait. Nous, en tant qu'organisation non gouvernementale, nous allons suivre attentivement ce mécanisme-là et faire en sorte que dans le cadre du suivi, des recommandations soient faites et que nous puissions suivre ces recommandations. De telle sorte que dans 2 ans, on ait vraiment un rapport plus étoffé avec des actions concrètes qui ont été réalisées par le ministère et par le gouvernement ivoirien. Merci madame. C'est moi qui vous remercie. Sylvain, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Okay. Le gouvernement ivoirien vient de présenter son rapport à cette session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Vous, étant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, quelle analyse faites-vous? Je vous remercie de l'opportunité que vous nous offrez de pouvoir parler de cette question. L'analyse que nous faisons, nous dirons simplement que nous sommes satisfaits, en particulier en tant qu'Ivoiriens, du fait que la Côte d'Ivoire a pu aujourd'hui présenter un rapport à la Commission des droits de l'homme et des peuples. Nous pensons que c'est une grande avancée, au moins dans le respect, n'est-ce pas, des droits de l'homme qui devront effectivement toujours évoluer pour que dans la pratique ce respect-là puisse être effectif. Pendant ces derniers mois, le droit de l'homme est véritablement dégradé sur le plan national. Quelles recommandations faites-vous à l'État de Côte d'Ivoire? Nous ne pouvons pas faire de recommandations spéciales, puisque en tant que juge à la Cour africaine, il est quand même recommandé d'observer une certaine neutralité à ce niveau-là. Donc je ne peux peut-être pas répondre à cette question. Voilà. À la fin de la crise post-électorale qui a vraiment bousculé la Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire qui s'est lancée sur une phase de réconciliation nationale, et il y a eu pendant la crise post-électorale des crimes commis dans les 2 camps. Et nous constatons que les personnes qui sont inculpées sont d'un seul côté. Qu'est-ce que vous, étant juge, quelles recommandations, quels commentaires voulez-vous faire à ce niveau? Comme je vous l'ai expliqué, en tant que juge à la Cour africaine, on ne peut pas prendre de position à ce niveau. Tout ce qu'un juge peut faire, c'est, lorsqu'il reçoit une plainte, c'est de l'analyser et de l'examiner et de statuer conformément aux droits et à concernant notre situation, conformément au droit international des droits de l'homme. Donc à ce niveau, je ne peux pas faire d'analyse particulière. Merci, Sylvain. La Commission africaine des droits de l'homme
est le premier organe africain de protection et de promotion des droits de l'homme sur le continent africain. Depuis l'adoption du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme en 1998, elle partage ce rôle, cette mission, avec la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. En réalité, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a été établie pour renforcer, pour compléter la mission de protection de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Notre présence à cette session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, le juge Duncan Tambala, juge à la Cour suprême du Malawi et juge à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, et moi-même, se justifie par cette complémentarité statutaire qui lie les deux institutions des droits de l'homme sur le continent africain. Étant juge, et la Côte d'Ivoire vient de publier son rapport en face de cette session extraordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Quel commentaire faites-vous? C'est un commentaire de satisfaction, non seulement en tant que juge, mais également en tant que citoyen ivoirien, dans la mesure où la Côte d'Ivoire vient de présenter son rapport à la Commission des droits de l'homme et des peuples. Et selon les informations qui nous ont été fournies, je crois que ça faisait quand même très longtemps que ce rapport-là n'avait pas été présenté à la Commission. C'est donc une grande satisfaction et nous avons l'espoir que dans la pratique, que le respect des droits de l'homme soit effectif en Côte d'Ivoire. Merci, monsieur. Merci beaucoup.